On va continuer à parler d'insécurité puisque la classe politique réagit très fortement cette semaine au meurtre de Philippine. Son corps a été retrouvé en début de semaine dans le bois de Boulogne. Le suspect est un étranger qui était en voie d'expulsion. Le président de la République Emmanuel Macron a dénoncé un crime odieux et atroce. Adrien Pin. Un meurtre qui suscite l'émotion, mais aussi un vif débat au sein de la classe politique. Le corps de Philippine, une jeune femme de 19 ans, a été retrouvé il y a une semaine dans le bois de Boulogne, près de l'université Paris-Dauphine où elle étudiait. Le suspect, un Marocain déjà condamné pour viol, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. À la veille des funérailles, Emmanuel Macron a rendu hommage à la jeune étudiante. Évidemment, la justice fera son travail, évidemment, les services de l'État feront le leur, mais je serai avant tout et simplement dans l'expression de cette solidarité et de cette affection de la nation. Quant au nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il avait appelé ce mercredi à une évolution de l'arsenal juridique. Une position que le RN partage. Ce qui est arrivé à cette jeune femme est une tragédie épouvantable qui n'aurait pas dû se produire si la loi était correctement appliquée. Donc renforcer l'arsenal, oui. Ce qui m'inquiète dans ce nouveau gouvernement, c'est la présence de personnes qui ne sont pas d'accord avec M. Retailleau sur l'application ferme de la loi. De leur côté, les députés LR ont déposé hier une proposition de loi pour allonger la durée de rétention des étrangers clandestins dangereux. Pour la gauche, l'origine étrangère du suspect ne doit pas être le sujet principal. Comment ça peut être possible dans notre pays qu'une personne qui a été condamnée pour viol se retrouve en quelque sorte dans la nature sans aucun suivi ? Parce que je crois que c'est ça qui est particulièrement scandaleux dans cette affaire. Le procès de Mazan n'émeut pas l'extrême droite. Donc en fait, la question des femmes se résout à dire et à porter le message que les femmes sont en danger à cause des immigrés. Les obsèques de Philippine sont célébrées ce vendredi en début d'après-midi à la cathédrale de Versailles. Arnaud, beaucoup de réactions politiques autour de ce fait divers, beaucoup de propositions aussi législatives, notamment à droite et à l'extrême droite. Est-ce qu'on peut tomber dans la récupération et dans la surenchère ? Je ne sais pas. Que la droite s'émeuve évidemment de ce drame épouvantable et que l'opinion publique d'ailleurs s'émeuve de ce drame épouvantable, c'est tout à fait légitime et tout à fait normal en l'occurrence. Ce qui s'est passé est une tragédie et cette jeune fille n'aurait jamais dû faire cette rencontre qui a été une rencontre absolument tragique pour elle. Ensuite, si vous voulez, le vrai problème dans cette affaire, c'est que chacun est dans son couloir. La droite est dans son couloir et la gauche est dans son couloir. Enfin, la gauche, pas toute la gauche. Une partie de la gauche est dans son couloir. Une partie de la gauche considère que cette instrumentalisation et cette exploitation est quelque chose d'absolument inacceptable. Et la droite considère que la gauche, de son point de vue, est en train de nier la réalité. Il y a deux choses dans cette affaire. Il y a d'abord l'opinion publique. L'opinion publique est clairement en demande de fermeté et d'autorité. Toutes les études le démontrent. On peut ne pas être d'accord avec la position de l'opinion publique, mais c'est une réalité. Et c'est pas seulement, les études d'opinion qui le montrent. C'est, il faut être clair aussi, le vote d'une grande partie des Français. Ça, c'est cette réalité. Ensuite, la vraie question est de savoir, et c'est, je pense, un des premiers crash tests de ce gouvernement, en l'occurrence. Et de ce point de vue-là, M. Tanguy a raison, factuellement. C'est que cette coalition gouvernementale, qui est quand même une coalition, faut-il le rappeler, minoritaire, qui plus est, va se retrouver sur les sujets régaliens dans une extrême difficulté. Parce que tout simplement, on voit bien que, pour le coup, en l'occurrence, les clivages entre la droite et la gauche existe sur ce type de sujet et que finalement la demande de fermeté ou la recrudescence de mesures de fermeté que souhaite par exemple M. Retailleau n'est certainement pas partagée par une grande partie, ou en tout cas par une partie de l'aile gauche de la Macronie. Donc le vrai sujet, il est là aujourd'hui. La proposition de loi de M. Wauquiez, à la limite, presque arithmétiquement, sur le plan parlementaire, elle peut être adoptée sur le prolongement de la rétention administrative, parce qu'on peut imaginer que le Rassemblement national la vote, en l'occurrence. On peut imaginer également qu'au Sénat, elle soit éventuellement aussi adoptée. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le gouvernement a la majorité au Sénat. Il ne l'a pas à l'Assemblée, mais il l'a au Sénat.
Mais est-ce qu'une proposition de ce type est susceptible, par exemple, là, en l'occurrence, de faire éclater une partie de ce que l'on appelle le bloc central? C'est une vraie question. Donc on voit que sur ces sujets-là, ça va être véritablement, je pense, une ligne de clivage qui va être très forte. Pablo, c'est le premier crash test, cette affaire, pour la nouvelle coalition macroniste LR? Effectivement, surtout qu'on est exactement sur un sujet qui les divise, comme ça a été très bien dit par Arnaud, même si je ne suis pas d'accord sur le calcul du nombre de voix dans l'Assemblée nationale. Précisément, si ça divise le parti présidentiel, le groupe présidentiel à l'Assemblée nationale, alors la majorité à l'Assemblée va être plus compliquée à obtenir. Je rappelle qu'ils sont quand même 160, ce qu'on appelle les macronistes, le groupe Ensemble, et les affidés, et que derrière, le groupe RN, c'est 120 personnes. Donc si vous avez la moitié ou un tiers des macronistes plus qui font défection, ça fait 144. Oui, plus les ciotistes. Mais si vous avez un tiers des macronistes qui font défection, la majorité peut être compliquée à atteindre. Même si l'aile gauche de Renaissance, on en parle beaucoup, on la voit rarement. Mathématiquement, elle est plus faible. On la voit rarement dans les votes. Dans l'ancienne mandature. Dans la nouvelle mandature, c'est pas exactement la même chose, puisque vous avez le président du groupe Ensemble, Gabriel Attal, qui a des ambitions présidentielles, qui a bien l'intention de se gauchiser, comme il l'a expliqué, comme on le voit faire différents plateaux et différentes prises de position en disant oui, mais vous savez, Retailleau, c'est quand même un peu trop à droite, Michel Barnier, il est sous surveillance, on lui donne pas un blanc-seing parce que quand même, ça penche trop à droite. On va voir ce qu'il fait de ce courage qu'il a eu depuis qu'il est plus premier ministre, et comment est-ce qu'il va essayer de tracer sa route pour 2027. Mais ça peut être précisément sur des sujets comme ceux-là qu'il va montrer comment il se démarque. Après, moi, je reste perplexe quant à ces propositions qui sont faites par la droite, que ce soit par Laurent Wauquiez ou par Bruno Retailleau. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit au schmilblick que d'allonger de 90 à 120 jours la possibilité de détention en centre de rétention administrative. Enfin, je veux dire, d'abord, ça commence à devenir très limite au niveau du droit communautaire, de la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Parce que je rappelle que lorsqu'on est en CRA, donc en centre de rétention administrative, c'est un peu compliqué. On a plus de difficultés à avoir accès à des avocats, les recours sont excessivement compliqués, et que la Cour européenne des droits de l'homme, elle regarde ça d'un œil, elle n'est pas hyper heureuse que ça puisse exister. Donc, mais de toute façon, ils l'ont dit, Michel Barnier l'avait dit dans la primaire en 2021 de la droite à laquelle il avait participé, les institutions européennes, il avait considéré que c'était des entraves à de multiples niveaux, et notamment au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc peut-être que là, Premier ministre, il a aussi envie de s'en affranchir, mais c'est un chemin qui est très dangereux pour notre démocratie. Arnaud, une réaction? Oui, je ne sais pas, sur les 30 jours supplémentaires, ça aurait peut-être évité à Philippine, malheureusement, de faire cette terrible rencontre, en l'occurrence. Il était sorti à 75 jours. Oui, mais enfin, on peut quand même... On peut se poser la question, et je trouve que légitime que des hommes politiques, qu'ils soient de droite, ou même parfois de gauche, se posent ce type de questions. Mais un jour, ils ressortent, les violeurs. Sur la question européenne, je pense que c'est une question qui est absolument essentielle, et qui traduit la limite de l'action que pourrait engager Bruno Retailleau. Parce qu'en fait, Bruno Retailleau dit je vais incarner le changement d'une certaine manière sur les questions régaliennes et sur la question de la sécurité. Il l'a dit très clairement dans sa prise de fonction, quand même, par rapport à Gérald Darmanin. Il lui a envoyé une pierre dans son jardin, manifestement. Sauf que la grande difficulté, et c'eût été d'ailleurs une difficulté, y compris pour un gouvernement de cohabitation, si le Rassemblement national l'avait emporté, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui... compte tenu, si vous voulez, des rapports de force pour ce gouvernement et pour M. Retailleau, il n'a pas les moyens politiques de sa politique. Si vous voulez, les moyens politiques de sa politique nécessitent d'avoir des marges de manœuvre sur le plan parlementaire qui n'existent pas aujourd'hui, en l'occurrence. Donc, si vous voulez, ça va être toute la difficulté, finalement. D'ailleurs, ça va être toute la difficulté de ce gouvernement sur la durée, s'il parvient d'ailleurs à durer. C'est à la fois d'incarner un changement, une ligne droite, tout en s'attachant quand même le soutien du macronisme, des macronistes, des députés macronistes, qui sont les héritiers quand même de 7 ans de gouvernement. Et en plus, je veux dire, avec des moyens politiques qui sont extrêmement réduits pour faire bouger éventuellement l'ordre juridique. Donc, bonne chance.
France. Et Bruno Retailleau, qui dans ses premiers pas de ministre de l'Intérieur, a également pointé le problème de l'exécution des peines et le problème de la justice. Et il s'est lancé dans une sorte de duel médiatique avec le ministre de la Justice, Didier Migaud. Didier Migaud, qui ce matin sur France Inter évoque de nouveau cette question de la perception de l'exécution des peines judiciaires. Il faut voir si au niveau des procédures, si au niveau des règles, quand il s'agit de renouveler, par exemple, une quatrième possibilité de sortir de la détention, il faut regarder s'il n'y a pas des choses à ajuster pour faire en sorte que ce type de situation n'arrive pas, bien évidemment. Bon, Pablo, finalement, quand on écoute Didier Migaud, il est aussi dans une sorte de peut-être volonté de faire évoluer l'arsenal juridique, comme l'a laissé entendre Bruno Retailleau. Il y a une sorte de convergence, d'essayer de répondre à cette affaire. Peut-être que la réunion au sommet qui a eu lieu hier à Matignon, entre précisément Bruno Retailleau, Didier Migaud et le Premier ministre Michel Barnier, voilà, semble avoir porté ses fruits, puisque Didier Migaud, on voit, accorder ses violons pour être un peu plus raccord avec ce que raconte son collègue ministre de l'Intérieur. Après, encore une fois, sur le fond de ce que dit monsieur Migaud, je ne vois pas en quoi allonger une peine, parce que vous allongez une peine de... On va dire, vous prenez le cas d'un crime aussi atroce qu'un viol. Que vous mettiez la personne en prison 5, 10, 15, 20 ou 30 ans, au bout d'un moment, il ressort. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est sorti à nouveau ? C'est pas, vous pouvez allonger la peine, au bout d'un moment, il ressortira. Surtout que là, on parle d'un criminel qui avait 17 ans. Donc s'il ressort au bout de 30 ans, il aura 47 ans. Et qu'est-ce que vous voulez ? Au bout d'un moment, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place pour que dans la prison, dans les lieux de détention, pour ne pas qu'à la sortie, peu importe que ça soit 5, 10, 15 ou 30 ans, il ne commette pas un autre crime du même ordre, ou pire, puisque en l'occurrence, il a assassiné Philippine, enfin présumé assassin de Philippines. Ce qui est quand même, et ce qui est horrible, mais je ne vois pas, et c'est la même chose pour le centre de rétention administrative, ok, il est sorti au bout de 75 jours. La juge des libertés a décidé qu'il sortirait au bout de 75 jours. Mais s'il serait resté 80 jours, je ne vois pas en quoi ça aurait changé grand-chose. Hélas, au bout d'un moment, il serait ressorti. Et c'est la promesse de la République, et c'est important de le rappeler. C'est la promesse de la République de pouvoir, d'accepter en fait que les gens puissent changer. Oui, enfin, la promesse de la République, Pablo, je suis désolé, c'est pas qu'une jeune fille de 19 ans se fasse assassiner et violer au bois de Boulogne. Ça, c'est pas la promesse de la République. La promesse de la République, c'est de protéger d'abord les citoyens. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé quand même relève d'une série de dysfonctionnements manifestes qui doivent être analysés. Je suis tout à fait d'accord. Il faut jamais surréagir par rapport à l'actualité. Et je conçois que c'est une bonne politique en matière d'intelligence de la compréhension des événements. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait quand même une mesure à prendre, c'était de faire exécuter l'OQTF en la matière. Parce que si l'OQTF avait été exécuté, cet individu ne se serait pas retrouvé sur le territoire français, il n'aurait pas assassiné Philippine. Et qu'on le veuille ou non, quoi qu'on pense, c'est ce que pense une grande majorité aujourd'hui de nos compatriotes. C'est la réalité. Et le discours qui consiste à dire oui, c'est compliqué, il faut qu'il soit réinséré, il y a des règles européennes, il est totalement inaudible par 80% des Français. C'est la réalité. Et justement, pour faire exécuter ces obligations de quitter le territoire français, ça ne dépend pas que de la France, ça dépend aussi des pays d'origine. Il faut qu'ils acceptent de reprendre ces ressortissants, Pablo. Et d'ailleurs, les syndicats de magistrats le disent, c'est très bien de critiquer la décision dans cette affaire du juge des libertés de l'avoir laissé sortir, mais voilà, il y a aussi un problème diplomatique. Oui, il y a un problème diplomatique. En l'occurrence, c'était pas tellement pour ce cas-là, puisque le laissez-passer consulaire avait été donné par le Maroc. C'est juste que là, il y a un petit problème de temporalité qu'il va falloir éclaircir. C'est pourquoi ce laissez-passer consulaire avait été demandé 2 jours avant la sortie de Taha, le criminel présumé de Philippines. Le taux de réalisation de cette OQTF, il est de 7%. Il reste très faible. C'est un problème statistique, effectivement. Il reste très faible sur une masse d'OQTF qui est énorme. Je rappelle que nous, on est à plus de 120 000 OQTF
par an, quand notre voisin, par exemple l'Allemagne, qui est un plus gros pays que nous et qui a une immigration qui est tout aussi importante, ils sont à peu près 40 000 OQTF par an. Donc c'est juste qu'on a un taux d'OQTF qui est énorme. On peut se poser la question aussi de c'est quoi ces OQTF? Qui a des OQTF aujourd'hui en France? Il y a effectivement des délinquants et des criminels. D'ailleurs, ceux-là ont un meilleur taux d'expulsion que ceux qui sont juste délinquants, entre guillemets, parce qu'ils sont présents illégalement sur un territoire. Certains travaillent et un préfet décide de façon administrative et automatique parfois, de délivrer une OQTF à l'encontre de quelqu'un qui, ça fait 5 ans qu'il est sur le territoire, 5 ans qu'il travaille, mais il a une OQTF. Et là, j'avoue que exécuter cette OQTF, je vois pas tellement l'intérêt lorsque c'est quelqu'un qui n'a pas commis de délit, pas commis de crime et travaille sur notre territoire. Alors, on a évoqué cette coalition macroniste-LR qui pourrait se diviser sur cette question de l'immigration et de la sévérité des peines. Je voudrais qu'on parle de la gauche dans ce club et notamment de la réforme des retraites, de la stratégie de la gauche face à la réforme des retraites. Parce que Quentin, la session parlementaire, elle n'a toujours pas repris, mais déjà une date s'annonce particulièrement cruciale, c'est le 31 octobre. Voilà, le 31 octobre. La date est sans doute marquée avec une croix rouge pour les députés dans leur calendrier. Ce jour-là, c'est la toute première niche parlementaire. Une niche, c'est une journée dont l'ordre du jour est réservé à un groupe politique en particulier. Le Rassemblement national, premier groupe en importance à l'Assemblée nationale, décidera donc de l'ordre du jour débattu en séance ce jour-là et le RN va proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Et donc, il y a pour la gauche un dilemme. Faut-il accepter de voter un texte venu du RN pour abroger une réforme qui avait mis des dizaines de milliers de Français dans la rue au printemps 2023? Alors au PS, on dit non. Écoutez, Pierre Jouvet, c'était sur notre plateau mercredi matin. Est-ce que les socialistes voteront l'abrogation de la réforme des retraites présentée par le Rassemblement national fin octobre? Les députés vont encore en discuter. Je vais vous donner ma position personnelle. Je suis défavorable à ce que nous votions ce texte. Moi, j'appliquerai, comme nous l'avons fait au Parlement européen, comme je le pousse partout en France, le cordon sanitaire. Le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres et je ne le banaliserai jamais. Donc il n'est pas question de voter leur texte. Et puis Quentin, les autres groupes de gauche s'interrogent. Voilà, au PCF, on admet ne pas avoir tranché la question. Dans Le Monde, on lit ces propos de Stéphane Peul, député de Seine-Saint-Denis, PCF. On n'a pas tranché notre position car on voit l'inconvénient, créditer le RN d'une victoire sociale. Mais je veux aussi pouvoir regarder mes électeurs en face et ce qui compte pour eux, avant tout, c'est l'abrogation de la réforme des retraites le plus vite possible. Les écologistes dénoncent la stratégie du coucou. Vous savez, le RN n'avait pas manifesté contre la réforme en 2023. Le parti se greffe maintenant sur ce combat, se le réapproprie pour en récupérer le bénéfice. La France insoumise s'interroge également, pourrait déjà préparer une abrogation dans sa propre niche le 28 novembre. Alors qu'est-ce qui va décider finalement ces élus de gauche? Eh bien, ces parlementaires disent attendre de voir ce que diront les organisations syndicales. Beaucoup espèrent que le NFP réussira à prendre une décision commune dans ce dossier. Enfin, ces élus rappellent que pour aller au bout de l'abrogation, il faudra aussi inscrire le texte au Sénat. Or, le RN n'a pas de groupe politique à la Chambre haute, donc la gauche disposerait d'un avantage. Elle pourrait ensuite avoir la main sur le parcours législatif, proposer donc son propre texte ici au Sénat et garder la main dans ce dossier, contrairement au Rassemblement national. Merci Quentin pour ces explications. Arnaud, si quand même les parlementaires de gauche votaient contre l'abrogation de la réforme des retraites proposée par le Rassemblement national, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de tomber dans ce piège tendu par le RN? Tout à fait, c'est le piège c'est le piège fabriqué par le RN vis-à-vis de la gauche, c'est de montrer finalement, regardez, nous proposons dans notre niche parlementaire l'abrogation d'une loi qui est contestée par près de 70% des Français. En l'occurrence, c'est la gauche qui se veut la défenseuse des salariés, des classes populaires, refuse de participer à l'abrogation de ce texte. Je pense que la gauche ne votera pas, clairement. La vraie question, c'est de savoir ensuite, puisque manifestement, de toute façon, cette volonté d'abrogation sera portée par le NFP plus tard, si le Rassemblement national, lui, s'associera à la proposition, en tout cas par son vote, du NFP. Et là, en l'occurrence, on aura une situation politique et sur le plan parlementaire qui sera extrêmement intéressante à suivre, parce que, en effet, ça mettra le gouvernement en porte-à-faux sur une question dont on sait que, quand même, elle n'a pas été purgée dans l'opinion depuis l'adoption de cette loi. Après, je veux dire, moi je pense que le vrai sujet, on parle beaucoup de cette niche parlementaire, le vrai quand même sujet sur le plan de l'agenda parlementaire, ça va être plutôt, je veux dire, le projet de loi de finances.
Pablo, on a souvent dit que les partis de gauche avaient perdu l'électorat des classes populaires en milieu rural, qui serait parti du côté du Rassemblement national. Si jamais le NFP ne votait pas cette abrogation de la réforme des retraites, ce serait mal compris dans l'opinion. Ce serait mal compris dans l'opinion et les députés et les sénateurs de gauche, moi, que j'ai pu rencontrer ces derniers jours, en ont parfaitement conscience. Pour autant, moi hier j'ai interviewé Andy Kerbrat, qui est un député de la France Insoumise, qui est membre de la commission des lois et qui avait l'air de parler au nom de la France Insoumise, et il disait nous on votera pas pour les arguments qu'a donné Quentin. Donc avec un argument supplémentaire, c'est de dire aussi qu'au Sénat, le fait que le Rassemblement national n'ait pas de groupe au Sénat faisait que de toute façon la gauche n'accepterait pas, les trois groupes de gauche au Sénat n'accepteraient pas de récupérer le texte venant du Rassemblement national. Donc ce serait une impasse. Mais ils ont parfaitement conscience que peu importe leur positionnement, l'argumentaire qu'ils vont déployer va être très important parce qu'il va falloir contrer effectivement les accusations du Rassemblement national en traîtrise. Vous trahissez les travailleurs, vous ne les respectez pas, vous aussi c'est la stratégie du coucou, puisque lorsqu'on vous propose d'abroger la réforme des retraites, eh bien vous ne voulez pas l'abroger. Vous nous avez dit que travailler 2 ans, c'était le truc le plus important, c'était le corps des travailleurs et des travailleuses, et travailler 2 ans c'était insupportable. On vous propose de le faire, et vous ne participez pas au mouvement. Donc effectivement, il va y avoir un enjeu de communication. Moi, je ne vois pas comment ne pas le voter lorsqu'on est de gauche, après avoir dit tout ce qu'on a dit, tout ce qu'a dit la gauche, et je m'inclus dedans, tout ce qu'a dit la gauche pendant les mobilisations contre les réformes des retraites. Il me paraît très compliqué de ne pas le voter. Après, je comprends aussi, ce serait un précédent. Jamais à l'Assemblée nationale, les groupes de gauche n'ont voté une proposition de loi ou une motion de censure proposée par le Rassemblement national dans les mandatures passées. Ça veut dire commencer en fait cette nouvelle mandature avec un vote d'une proposition de loi du Rassemblement national, ce qui pose des questions sur le cordon sanitaire imposé par le nouveau Front populaire. Arnaud, il nous reste 30 secondes. Non, rapidement, ça me paraît très improbable que la gauche vote. Alors il y aura peut-être quelques députés de gauche qui la voteront, j'en sais rien, c'est possible. Hein. Mais je ne vois pas comment la gauche, après la stratégie du Front républicain dont elle a été initiatrice, vote une proposition de loi proposée par le Rassemblement national. Ça me paraît politiquement assez improbable. Allez, comme tous les vendredis, on finit ce Club des territoires par un reportage sur notre patrimoine. Cette semaine, on s'intéresse à nos vignes en pleine saison des vendanges. Nous avons suivi les vendanges d'une famille de viticulteurs bio dans les Côtes-du-Rhône, Adrien Pin et Samia Dechien. Le brouillard matinal se dissipe à peine. Début d'une nouvelle journée de vendange en famille dans ce domaine des Côtes-du-Rhône, avec une vue imprenable sur le village médiéval de Maléval. Ouais, c'est ça. Maintenant ? Et l'herbe, par contre, c'est pas fait pour. Hein. On n'a même pas les désherber. Si toute la famille s'y met... Des vendanges dans la bonne humeur qui sont l'aboutissement d'une année de difficultés. Dans toute la France, une maladie des vignes, le mildiou, a touché la plupart des bassins viticoles. 20% de pertes en moyenne. Une propagation favorisée par de fortes pluies et l'humidité qui a suivi. Ah bah voilà, là il y en a un petit peu là. Ça a été très compliqué. Le mildiou a attaqué directement les graines. Et ce qui se passe, c'est que les graines sèchent complètement. Donc forcément, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est une perte qui peut aller très vite. Alors, sur les lumières, on en a un peu, mais pas trop. Bon, on voit là quand même, on doit avoir quand même 10% sur cette grappe-là. Certains secteurs, on a perdu 15-20% de la récolte. Tout le monde a vidé ses seaux ? Bon, man, elle me ramasse que les jolis, en même temps, je la vois faire. Hein. C'est la première fois que cette famille de viticulteurs réalise les vendanges officiellement avec le label bio. Et ce, grâce aux démarches de Lucas, le fils de Thierry, qui reprend peu à peu la tête du domaine. Je vais m'ennuyer pendant les vendanges. Un problème du mildiou d'autant plus difficile à gérer pour les viticulteurs bio. On n'a plus le droit aux produits de synthèse, donc c'est que des produits d'origine naturelle, le soufre, le cuivre. C'est surtout cette année où on a vu là une grosse différence avec du conventionnel, où les produits de traitement en bio sont des produits de contact, donc ils peuvent être lavés par les pluies. Et quand on prend 20-25 mm de pluie par jour, chaque traitement est rincé aussitôt fait. Le passage au bio se fait très rare dans ce bassin viticole où les pentes des coteaux imposent davantage de travail manuel. Comme on peut le voir, on a des grosses pentes,
Donc le travail du sol se fait à la main ou au treuil, donc c'est beaucoup plus compliqué, c'est un temps qui est beaucoup plus important, c'est très physique, mais on préfère perdre un petit peu de récolte et travailler le plus naturellement possible. Ouais, fini pour ce matin. Dans la foulée, ces grappes de raisin blanc partent à la presse. Résultat des récoltes de la matinée, environ 1000 litres. Malgré les pertes, cette année pluvieuse donne un goût plus fruité au raisin. Donc là, c'est à la sortie du pressoir. Donc c'est ce qu'on a ramassé ce matin à 8h. On va avoir des vins avec un peu plus de tension, un peu plus d'acidité. Et donc on espère des arômes très, très fins et assez floraux. Au niveau qualitatif, c'est une bonne année. C'est au niveau quantitatif où on manque un peu de rendement. Lors des bonnes années, le domaine Fargeon peut produire jusqu'à 50 000 bouteilles, surtout du Condrieu et du Saint-Joseph. Il y en aura un peu moins pour ce millésime, mais il reste toujours de quoi s'adapter. L'avantage, nous, c'est qu'on a des vins qui se gardent. Avant de les mettre en bouteille, on les a quand même plusieurs mois. Les rouges, même, c'est plusieurs années. Donc, on a toujours un stock, en fait, qui tourne. On n'est jamais sans vin. Contrairement à d'autres vignobles, la catastrophe a ici été évitée. La grêle représente maintenant la principale crainte pour les mois à venir. Voilà pour ce reportage consacré à notre patrimoine, réalisé par Adrien Pin et Samia Dechir. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans nos quotidiens régionaux avec vous, Quentin. Et Quentin, on commence par ce coup de massue pour les producteurs de lait français. Oui, Lactalis réduit sa collecte de lait. Ouest France analyse ce matin les conséquences de la décision du géant du secteur. Ce sont des centaines de producteurs qui sont sonnés. Ils vont devoir trouver de nouvelles débouchés pour leur lait. Dans les pages intérieures, on lit que la communication de Lactalis interroge. Un communiqué diffusé mercredi soir avec cette annonce d'une réduction progressive de 9% des volumes de lait collectés en France. Cette entreprise est régulièrement pointée du doigt pour ses méthodes et sa discrétion poussée à l'extrême. L'actrice Judith Godrèche est à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Voilà, Judith Godrèche, le combat d'une vie, rencontre hier à Strasbourg entre la comédienne et réalisatrice avec des lecteurs du journal. Au cœur des échanges, le mouvement MeToo que Judith Godrèche incarne désormais. Judith Godrèche qui explique qu'elle s'épuise avec ce combat, qu'il faut aussi pouvoir passer le témoin. Et puis cette question, après le lundi de Pentecôte, faut-il un deuxième jour de solidarité ? Oui, c'est une question posée par un rapport sénatorial et qui fait la une ce matin de Nice Matin. Cette journée qui servirait à reconstruire le modèle des EHPAD. Elle rapporterait 2,4 milliards, analyse le Sénat. L'idée fait débat, un lecteur de Nice Matin s'insurge. Ce n'est pas aux Français de payer et surtout pas qu'aux salariés. On paye des impôts pour ça. Vous imitez très bien le lecteur de Nice Matin. Très bien. Et puis, Quentin, il y a un anniversaire à la une de la presse régionale. Oui, celui du journal du Centre, le journal de Nevers. Il a 80 ans. Il faut dire qu'en fait, il y a toute une série de journaux qui ont été lancés après la Libération et parce qu'à l'époque, il fallait remplacer la presse collaborationniste. On va donc voir de nombreux anniversaires de 80 ans cette année. Journal Le Monde, Nice Matin, Ouest France ou encore Sud-Ouest. Et puis, Quentin, dans cette émission, on n'oublie jamais le dossier Corse. Non, même en l'absence d'Oriane Mancini. Avec ces mots à la une de Corse Matin, la parole de Macron. On reparle du processus d'autonomie de la Corse évoqué hier lors de la reprise de la session de l'Assemblée de Corse. Dans l'attente du discours de politique générale de Michel Barnier le 1er octobre, les élus corses comptent avant tout sur l'engagement du président de la République pris il y a un an. Et puis on termine avec une info plus légère. Voilà, on termine toujours avec une info plus légère dans cette émission. Je ne sais pas si je vais vous donner faim ou si je vais vous écœurer. On a lu à la une du journal de Saône-et-Loire qu'un Français avait fait forte impression au championnat du monde de paella à Valence en Espagne. Sa paella à l'époisse a surpris au mondial, écrit le journal ce matin. On a eu ce débat sur l'époisse à la rédaction. Les Bourguignons ont tendance à en mettre partout dans leur cuisine. Le chef raconte la recette, un bouillon de bœuf dans lequel on fait revenir le riz, puis carottes et donc sauce à l'époisse. Celui qui vend de la paella sur les marchés de Châlons sur Saône et de Givry promet quelque chose de plus classique pour les championnats de France qui se tiendront à Nîmes en juin 2025. On suivra tout ça. Alors l'info est légère, mais le plat, le riz, la paella au fromage, je suis pas sûr que ça soit très lourd. Merci beaucoup Quentin pour cette revue de presse. Merci Pablo et Arnaud d'avoir participé à ce club des territoires. Arnaud, on va regarder la une de la revue politique et parlementaire consacrée au sport et politique. L'important, c'est de participer, donc après les Jeux Olympiques. Et Arnaud, vous voulez nous dire un mot sur les journées de Saint-Raphaël organisées ce week-end ? Vous avez parlé d'anniversaire, mais nous, c'est notre 130e anniversaire cette année, la revue politique et parlementaire. Et donc, comme chaque année, on organise une cité des débats à Saint-Raphaël qui sera cette année consacrée ce week-end autour du thème de l'engagement. Eh bien, le rendez-vous est pris pour ce week-end. Merci à tous de nous avoir suivis.